Si on fait l'hypothèse que la philanthropie commence à jouer un rôle important dans toutes sortes de champs d'action publique et qu'elle a de belles années devant elle en termes d'expansion, comme elle n'est pas soumise au vote, comme elle n'est pas non plus soumise au marché d'une certaine manière, et au-delà de l'intégration des populations, là, qui a été mentionnée comme une des façons, on dirait, de pré-contrôle d'une certaine manière de leurs activités, j'ai envie d'avoir un peu votre avis sur une question qui, Nicolas le disait, qui est une question d'importance politique, hein, puisque c'est vraiment le contrôle démocratique d'activités qui participent au bien public. Voilà, donc je voudrais vous entendre. Bon, moi j'ai été directeur financier d'une institution publique. J'avais de recherche, on avait un budget de 150 millions d'euros par an, le free cash flow c'était un peu moins de 2 millions. Parce que le free cash flow, une fois qu'on enlève les salaires, tous les inévitables, on a des frais. Donc, rapporter au free cash flow, c'est pas rien. Et je crois que c'est vrai qu'un certain nombre d'innovations ne pourraient pas avoir lieu sans l'effet de cash flow additionnel qu'apportent les fondations. Alors, je n'ai pas envie d'aller plus là-dedans parce que je ne suis pas sûr de ça, mais moi je voudrais dire deux choses. La première, c'est que oui, c'est probablement une forme de gouvernance incomplète. Aujourd'hui, ce qu'on a dans le cadre de la philanthropie. Et ça a des conséquences parfois délétères. Alors, pour avoir suivi un peu les travaux de Mathias Girel sur les États-Unis, le financement par des philanthropes, je pense qu'ils sont philanthropes, enfin en tout cas par des gens qui s'inscrivaient dans le cadre philanthropique des climato-sceptiques, toute l'analyse des marchands de doute de Orestes Conway par exemple, nous montre que du coup ça peut être mobilisé en faveur de postures idéologiques qui ne sont pas toutes sympathiques, pour prendre celui-là. Évidemment d'autres qu'on va trouver plus légitimes mais qui éventuellement posent des questions analogues. Donc oui, c'est une forme incomplète. Moi, je ferais bien l'hypothèse, et c'est un petit peu ce qui se disait aussi, ce que racontait l'étude de cas sur les soins palliatifs, que c'est probablement consubstantiel, ça donne une marge d'action, et à un moment, c'est rattrapé par la patrouille. En tout cas en France. Donc peut-être que c'est pas si grave et peut-être que les avantages l'emportent sur les inconvénients. Et quand je dis rattrapé par la patrouille, ça peut être qu'une politique publique vient enfin mettre le nombre de zéros qu'il faut en face du problème, ou ça peut être que le philanthrope se lasse. Et d'ailleurs, moi, il me semble que l'exigence d'évaluation, une partie de l'exigence d'évaluation appartient à cette normalisation et peut ligoter progressivement, enfin, faire refermer la zone d'autonomie temporaire qui est propice à l'exploration et à l'innovation. Donc, forme incomplète, c'est pas nécessairement qu'une mauvaise chose. Vous aurez compris que je prêche pour ma paroisse, mais quand même. La deuxième chose, c'est que je pense que ce côté exploration-innovation, alors ça, moi, je le vis à travers les gouvernances auxquelles on est convié, parfois trop. Je trouve qu'en France, le poids qu'on a dans les gouvernances d'institutions dans lesquelles on investit est un peu disproportionné par rapport à notre investissement. Je mets en regard ce qui se passe à Singapour, où il y a du matching, à la France, où il y a de la défiscalisation. On se retrouve avec un poids, par exemple en siège de conseil d'administration, un truc comme ça, qui n'est pas nécessairement quelque chose qu'on vient chercher, qui n'est pas nécessairement quelque chose qu'on sait bien habiter, et qui ne représente pas nécessairement la totalité, à sa juste mesure, notre investissement. Donc, et puis après, qu'en face, les institutions académiques ne savent pas toujours utiliser pleinement. C'est pas simple, cette affaire-là, on n'est pas du tout au bout de la manière de s'acculturer de ce côté-là. Peut-être qu'il y a des choses à regarder aussi sur cet impact-là. Mais je le pense aussi à des endroits comme l'ANR, par exemple, puisque nous, on fait de la sélection académique, mais qu'on n'a pas, comme on est marginaux, on n'a pas le poids du regard des disciplines sur chaque financement qu'on fait. L'ANR, elle l'a très fort, donc on peut se permettre une parole libre dans des cénacles qui ne le sont pas. Je ne sais pas si on fait du bien ou du mal, en tout cas, ça mériterait d'être regardé sans doute. Donc voilà, forme incomplète, et en même temps forme innovante. Ce n'est pas nécessairement que des mauvaises choses. Oui, moi, sur ce sujet, au fond, ce que j'aurais envie de dire, c'est que le premier des capitaux, le premier capital de la Fondation, c'est la confiance. C'est ce qui lui permet d'agir pour la plupart d'entre elles. Alors, en dehors de moments où il y a une dotation qui permet d'être pleinement dans son quant à soi, très franchement, en France, on en a peu qui sont sur ce seul modèle-là.
Et celles qu'ils sont d'ailleurs, je dirais, presque à cran vis-à-vis de ça, parce qu'elles se rendent bien compte que cette contestation-là, enfin que cet argument-là, on peut le leur opposer. Les autres, beaucoup de nos fondations évidemment ont des capitaux qui ont pu être l'objet d'apports premiers, puis renouvelés par d'autres donateurs, etc. Mais sont aussi souvent des structures collectrices. Et ça fonde une véritable obligation dans lesquelles elles savent que si elles ne préservent pas les outils de la confiance, c'est-à-dire si elles ne se rendent pas lisibles, transparentes, si elles ne rendent pas des comptes, auxquelles elles sont par ailleurs très tenues, parce qu'on a quand même un corps de réglementation autour de la fondation qui est tout de même assez important, avec des obligations de publication des comptes, enfin, etc. Je pense que pour moi, c'est vraiment, ce serait méconnaître presque l'angoisse permanente, je dirais, de mes adhérents au Centre français des fondations, que d'être tout à fait, de s'assurer en permanence de pouvoir être comptable d'elles-mêmes et de rendre compte de ce qu'elles font. Et c'est une préoccupation qui va au-delà du seul cadre français, qui s'inscrit clairement dans un cadre européen et international, parce que les financements sont de plus en plus internationaux eux-mêmes, donc on a besoin de ça, donc il y a des éléments de restitution, de partage, etc., qui sont au fondement même de l'économie même de la fondation. Et alors, en même temps que j'ai dit ça, j'ai aussi dit que le fondateur initial, il n'est pas le seul chef. Ce matin, peut-être qu'on a eu une vision où le fondateur est le donneur d'ordre quasi unique. Je crois que c'est vraiment des choses qui sont très, très à modérer, parce que ça doit exister, ça peut exister, mais tout à fait au démarrage d'un projet. Très rapidement, le besoin d'être entouré de conseils scientifiques, de conseils en tout genre, enfin je veux dire, y compris sur la gestion de la datation ou sur des choses comme ça, fait qu'il y a une diversification qui se fait et qu'il y a un partage qui est beaucoup plus ouvert. Alors, bien sûr, il faut y veiller, bien sûr, il faut s'attacher à être aux règles de prudence, mais je pense quand même qu'il faut prendre en compte que quand même notre secteur, il est anxieux de ce sujet. Il est anxieux peut-être au-delà, je serais peut-être parfois contente que les collectivités territoriales, que le public, que le secteur public accepte de rendre compte de lui-même avec le même volontarisme de temps en temps. Donc, voilà, je ne suis pas sûre que la seule question de la désignation du conseil d'administration fasse le tout d'une gouvernance démocratique. Je pense qu'elle repose beaucoup sur tous les paramètres qui peuvent être mis à sa périphérie, enfin dans l'exercice de ses pratiques au quotidien pour en tempérer l'impact. Hier matin, on a fait une audition devant le Conseil national de l'économie sociale pour se justifier de la démocratique et du côté démocratique des fondations, avec Béatrice de Commission entraînée. En fait, c'est un drôle de sujet, parce que qu'est-ce qu'on entend par ce sujet du contrôle démocratique? On dit oui, les associations, une assemblée générale. Je veux dire, vous avez déjà été dans des assemblées générales d'associations. Si vous trouvez ça démocratique, moi je trouve ça absolument formidable. Donc, en général, il y a des représentantes, il y a des pouvoirs, etc. C'est le royaume de la magouille. Il faut aussi entendre ce que sont les choses. C'est-à-dire, parce que la question démocratique, elle est à deux endroits. Elle est à l'endroit de la constitution de la gouvernance et de l'objet social. Et dans les questions que vous posez, vous ne posez pas toujours la question de la gouvernance. Ce que vous posez, c'est la question de l'objet social. Comment monsieur Machin va s'emparer de ce thème et veut venir faire une effraction dans l'espace public sans aucun contrôle? C'est ça aussi le contrôle démocratique. Mais à ce moment-là, ça devient plus embêtant. Parce que ça veut dire qui décide de l'objet social, aussi bien des associations que des fondations. Donc, dans la question que vous posez, elle crée elle-même son opposition. C'est-à-dire que si vous avez décidé qu'il faut un grand « on » qui décide des objets sociaux que l'on doit envisager,
il y a un vrai problème, là, démocratique. C'est-à-dire que déjà, la reconnaissance la notion d'utilité publique aujourd'hui, elle n'est pas démocratique du tout. Qui est-ce qui la décide? Personne ne peut me répondre ici. Eh bien, l'article 200 du Code général des impôts, c'est-à-dire en fait Bercy. Et c'est Bercy qui donne des rescrits pour qu'on puisse faire telle ou telle action. Et ça, je ne vois pas où est la démocratie là-dedans. C'est-à-dire qu'il y a un type dans un bureau, il ne vous donne pas votre rescrit parce que tout d'un coup, vous avez fait un peu plus d'économie sociale que vous auriez dû en faire, etc. Donc, la question, quand vous posez la question de la démocratie, il faut vraiment se poser la question de la question. Et ça me paraît aujourd'hui très important parce qu'à la lumière des auditions qu'on a eues hier, etc., ce qu'a répondu Béatrice, nous, c'est notre marque. C'est-à-dire que, moi, on a travaillé là-dessus beaucoup, on a été créateur du comité de la charte, on a été créateur de toutes ces institutions qui contrôlent. En plus, on a des contrôles de la Cour des comptes si vous déduisez plus de 153 000 € qui sont maintenant obligatoires partout. Donc, il y a un contrôle de l'utilisation de l'argent, ça existe. Alors, que quelqu'un mette de l'argent et puis veuille développer un objet social, s'il vous plaît, vous direz rien, s'il vous plaît pas, vous direz c'est pas démocratique. Donc voilà, je voudrais bien que cette question soit un peu plus travaillée, peut-être que des chercheurs peuvent travailler sur cette question, parce qu'elle est assez importante. Je crois que nous, la seule réponse qu'on a au côté démocratique, c'est le fait d'avoir des fondations qui ont des conseils d'administration dont les personnalités sont divisées en plusieurs secteurs. Il y a les fondateurs, il y a les gens qui sont des personnalités extérieures, il y a des personnalités spécialisées sur le thème. D'autre part, c'est la publication des comptes. Bon, c'est l'expression d'un certain nombre de choses de redevabilité. Alors, est-ce que ça fait démocratie ou pas? Est-ce que c'est le sujet? Je veux dire, parce que cette question est très ennuyeuse, parce qu'elle nous empêche depuis longtemps. Je vois bien, quand on a l'article 1 de la loi sur l'économie sociale, elle est faite pour les associations qui sont, soi-disant, de contrôle démocratique. Bon, alors, on ne va pas me faire marrer. Les mutuelles, c'est une voix, une heure, mais je ne sais pas très bien si les mutuelles, c'est follement démocratique. Les coopératives, c'est un peu démocratique, sauf que derrière, ils ont des immenses groupes financiers qui contrôlent le lait, le blé, tous ces trucs-là, qui font la bataille internationale, etc. Donc je crois que tout ça est un petit peu, on va dire, faux cul. Et tu te sortes, moi j'y vais. Hein. Bon, c'est la fin de la journée. Hein? C'est la fin de la journée. On a passé 18h30. Non, c'est pas la fin de la journée. Je veux dire que ça pourrait être le début de la journée. Parce que cette question est très importante. Et je sais que dans des lieux comme on est à l'université, quand on fait de la recherche universitaire, etc., on a un vrai problème avec la question du rôle de l'État et du rôle du privé. Et ça, c'est un truc, bon, vous êtes ontologiquement comme ça, parce que c'est normal, mais malgré tout, aujourd'hui, toutes les universités sont très financées par le privé aussi. Donc, il faut réfléchir à cette question. Si on en fait une question politique, de savoir est-ce que le privé a le droit de se développer dans l'espace public, voilà la question. Et si ça ne nous plaît pas, on dit « Ah oui, mais il n'est pas démocratique ». Donc voilà, moi, comment je réponds un peu à cette question qui me paraît tout à fait fondamentale, parce que le rôle des organisations privées comme nous, comme l'a dit Jean-Marie, je veux dire, on ne va pas faire la politique française de quoi que ce soit à 3 milliards d'euros de déduction fiscale, on ne va pas rigoler non plus. Et je crois que la question de la démocratie, elle se pose véritablement pour un Bill Gates, qui est principal contributeur de politique, vous avez dit, d'éducation, mais aussi principal contributeur de l'OMS. C'est-à-dire que quand Bill Gates arrive dans un pays, il dit « je veux que la politique médicale soit ça ». Et moi, je suis médecin de corps d'origine, je peux vous garantir que c'est pas formidable ce qu'il fait. Et qu'il a installé une bureaucratie mondiale absolument délirante. Et là, ça pose un problème démocratique. Mais ça pose un problème démocratique dans un pays où la question de la démocratie ne se pose pas de la même façon que nous. Chez nous, on est assez cool avec ça. Je veux dire, le ministre des Affaires sociales, il ne va pas venir un matin dans mon bureau m'expliquer que je suis en train de lui distordre sa politique sociale. Simplement pour rebondir un instant, dire que la question de la démocratie, elle n'est pas liée au côté fiscal. La déduction de 60%, AXA, SA, là, on déduit par destination, parce que quand on agit en France. Donc, effectivement, il faut découpler quand même un peu les deux. C'est pas la forme de gouvernance des fondations qui aujourd'hui fonde la déduction. C'est la contribution à une politique reconnue d'intérêt public, et ça, effectivement, alors d'une manière
qui a un contrôle démocratique, parce que le chef du bureau B4 à Bercy, il doit avoir B2. B2, il doit avoir quelque part un élu au-dessus, mais bon. Non. En tout cas un ministre au-dessus. Mais je comprends bien que les mécanismes de la délégation vont loin. Et puis dire aussi que ces questions de légitimité, elles ne se posent pas que là. En écoutant ce que je viens d'entendre, j'ai l'impression d'entendre la critique de la Troïka, avec la problématique de est-ce que c'est démocratique que des gens, ou alors ce que disait Daniel Cohen ce matin, sur les boys américains qui venaient exécuter le plan Marshall et se substituaient à la décision des peuples élus, enfin des élus du peuple. Donc l'ajustement structurel du FMI. On pourrait multiplier les exemples, alors ils sont beaucoup plus impressionnants en termes de chiffres que celui des fondations, mais peut-être qu'il y a toute une catégorie de ces arrangements institutionnels incomplets et que, il y en a beaucoup plus qu'on le croit.